Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Faire voler une fusée géante est tout autant une affaire politique que technique. Ceux qui suivent de près le programme Starship de SpaceX le savent bien. Pour les 0,1% de spectateurs de cette chaîne qui entendent pour la première fois ce nom, on le rappelle. Le Starship est une fusée immense et entièrement réutilisable développée par l'entreprise SpaceX. Elle doit permettre, dans un premier temps, de ramener des humains sur la Lune en collaboration avec la NASA, avant de mettre le cap sur Mars, si on en croit le bon vouloir des dirigeants de l'entreprise. Un programme aussi ambitieux rencontre forcément des à-coups. Lors de la première tentative de vol orbital du Starship, en avril dernier, la fusée a explosé après avoir réalisé une série de loopings et détruit son pas de tir. Un résultat en demi-teinte qui a soulevé des interrogations au niveau de la sécurité et de l'impact environnemental de ces tests. La FAA, l'administration qui régule l'aviation civile aux États-Unis, a donc dû sévir. Elle a interdit à SpaceX de poursuivre ses essais tant que des mesures supplémentaires de sécurité ne seraient pas implémentées. La semaine dernière, on en a appris un peu plus sur ce que l'administration réclame à SpaceX. L'enquête a permis d'établir 63 actions correctives qu'il faut implémenter. Elles n'ont pas été détaillées par la FAA car certaines d'entre elles concernent apparemment des informations sensibles. Elon Musk a pour sa part mis les pieds dans le plat en publiant sur son réseau social la liste complète des recommandations. Celles-ci sont regroupées en 13 catégories. Je vous détaille ici les plus fournies d'entre elles. Elles concernent les fuites des réservoirs, les fuites des moteurs Raptor, les dommages collatéraux issus des feux, la fiabilité du booster, la fiabilité du Raptor, la fiabilité de l'avionique, le processus de gestion des risques, les systèmes de sécurité, les opérations au sol, la conduite du changement, le pas de tir et le processus de conception du pas de tir. 57 de ces recommandations doivent impérativement être implémentées avant le prochain vol, et les 6 autres concernent des vols dans le futur. D'après Elon Musk, les 57 changements demandés avant le prochain vol ont déjà été implémentés. Autrement dit, il ne resterait plus qu'à convaincre la FAA que tout est prêt pour reprendre les essais. Bien entendu, on attendra d'avoir le son de cloche de l'administration américaine avant de s'emballer. Quelle que soit la décision que prend cette dernière, elle doit s'attendre à être vivement critiquée. Si elle laisse SpaceX revoler rapidement, elle se fera incendier par les associations de préservation de l'environnement. Si elle bloque les essais trop longtemps, la NASA et même la Maison-Blanche pourraient taper du poing sur la table. Comme on vous le disait en introduction, c'est autant un problème politique que technique. Sur le plan de la technique toutefois, on en a aussi appris un peu plus sur la nature des dysfonctionnements du 20 avril. Une fuite d'ergol à l'arrière du booster a apparemment été la source d'un incendie. C'est cet incendie qui a coupé certaines lignes de communication de l'ordinateur de vol, et qui explique la perte de contrôle observée. On comprend mieux pourquoi une bonne partie des actions correctives demandées par la FAA concernent les fuites et la lutte contre la propagation des feux. La grande question est donc toujours quand le Starship volera-t-il à nouveau ? Sur ce point, vous en savez autant que nous, et on vous invite donc à partager votre avis dans les commentaires. Peut-être que la sagesse de la foule nous amènera à une estimation pas trop mauvaise. Si le Starship est en suspens chez SpaceX, Ariane 6 est au contraire en train de prendre de la vitesse. Ces derniers jours, la nouvelle fusée européenne a réalisé 2 essais cruciaux. Le moteur Vinci de l'étage supérieur et le Vulcain 2.1 de l'étage central ont tous les deux réalisé des tirs statiques coup sur coup, et tous deux se sont très bien déroulés. Vinci a craché des flammes le 1er septembre, puis le 5 septembre, Vulcain a brûlé de l'oxygène et de l'hydrogène pendant 4 secondes. Des tests complémentaires sont prévus dans les semaines qui viennent. Il faut noter que l'étage Vulcain qui a été mis à feu ne volera pas, il a été conçu uniquement pour les tests. On voit là une différence de philosophie notable avec SpaceX qui a l'habitude de tester en amont les fusées qui sont destinées à voler. La prochaine étape consistera à faire fonctionner Vulcain pendant 470 secondes, ce qui représente son profil de tir lors d'une mission réelle. Ce test devrait avoir lieu à partir du 3 octobre. En cas de succès, l'ESA devrait communiquer sur la date du premier lancement d'Ariane 6 fin octobre. On peut tabler sur les premiers semestres 2024 en attendant d'avoir plus de précisions.
Un autre gros succès de la semaine dernière concerne le Japon, avec le lancement d'une mission double dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Une fusée H2A a fait décoller l'observatoire en rayon X, PRISM, et la sonde lunaire SLIM. La première charge utile a été placée en orbite basse, autour de 550 km d'altitude. Le Japon a une longue histoire d'amour avec les observatoires en rayon X. Il s'agit déjà du 7e que le pays lance. PRISM va concentrer sa mission sur l'étude des clusters de galaxies, sur l'histoire de la chimie de l'univers et sur la physique de l'espace-temps à proximité des objets compacts comme les trous noirs. La mission SLIM a pour sa part démarré un long voyage vers la Lune. Afin d'économiser ses réservoirs d'ergols, elle va prendre un chemin un peu alambiqué qui la fera d'abord partir derrière notre satellite naturel avant de la faire revenir vers celui-ci. Dans quelques mois, une tentative d'alunissage très précise aura lieu. L'objectif est de poser la sonde à moins de 100 mètres d'un point précis. On a détaillé les technologies employées dans le dernier épisode de DNDE Live sur Twitch. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter le replay via le lien qui est en description. La sonde japonaise va également libérer 2 tout petits rovers, si tant est que ce mot soit approprié. Il s'agit d'un robot sauteur et d'une petite sphère capable de rouler. Bien entendu, il faut commencer par réussir la manœuvre d'alunissage avant ça. Sur la Lune, la mission indienne Chandrayaan-3 est pour sa part arrivée à son terme. L'atterrisseur et le rover sont dotés de panneaux solaires et nous sommes maintenant en pleine nuit lunaire dans la zone de l'atterrissage. Il est très probable que les 2 machines ne survivront pas à la brutale chute de température. L'ISRO, l'agence spatiale indienne, a toutefois prévu une tentative de communication à partir du 22 septembre lorsque le soleil repointera le bout de son nez. Du côté de la Lune, on attend également des nouvelles du programme CLPS. La mission Peregrine 1 va prendre autant de retard que la fusée Vulcan qui doit la lancer. La mission Intuitive Machines 1 devrait cependant décoller avant la fin de l'année, normalement en novembre. La Lune est un astre remarquable de par le nombre de cratères qu'on observe à sa surface. Elle en est absolument constellée, c'est un rappel de la menace que peuvent constituer les objets gravitant à proximité de la Terre. Notre planète aussi a connu son lot d'impacts dévastateurs, le plus connu étant celui qui a probablement mis fin au règne des dinosaures. Un tel épisode pourrait se reproduire, sur un temps suffisamment long, c'est même une quasi-certitude. Seulement, pour la première fois dans l'histoire de la Terre, il existe peut-être une solution. Le 26 septembre 2022, une sonde américaine, DART, est venue percuter à grande vitesse un tout petit astéroïde dénommé Dimorphos. Ce dernier fait partie d'un système double. Il gravite autour d'un autre astéroïde, Didymos. L'impact a permis de réduire la période orbitale du petit astéroïde autour du grand. Sa trajectoire a été affectée et on peut donc considérer que la méthode fonctionne. Presque 1 an après l'impact, il semble cependant qu'il nous reste des choses à comprendre. L'impact pourrait avoir trop bien marché. C'est ce que nous dit une étude réalisée à l'aide de l'observatoire Thatcher. Un groupe de chercheurs a ainsi continué à surveiller Dimorphos sur la durée. Juste après l'impact, il a été mesuré que sa période orbitale avait été réduite de 33 minutes. Mais 1 mois plus tard, ils se sont rendus compte que cette période orbitale continuait de diminuer. Elle avait ainsi perdu 1 minute supplémentaire. Le problème, c'est qu'ils sont incapables de comprendre pourquoi. On pourrait supposer une sorte d'effet de traînée. L'impact a produit un énorme nuage de débris et de particules autour du système double. En évoluant dans ce milieu, Dimorphos pourrait être lentement freiné. Seulement, cette explication ne satisfait pas. Il faudrait qu'une partie importante des débris produits soit restée autour des astéroïdes pour que cela fonctionne. Vu la vitesse d'impact et la très faible vitesse de libération du système, cela paraît improbable. Il est à noter qu'avant l'impact, la période orbitale de Dimorphos était déjà en train de se réduire, mais l'effet est bien trop faible pour justifier 1 minute de perdu en 1 mois. Il n'y a donc pour le moment aucune hypothèse privilégiée. Il pourrait s'agir d'un comportement imprévu des débris comme une simple erreur de mesure. C'est en tout cas un développement qui rend la mission européenne Hera d'autant plus intéressante. Cette dernière va décoller dans 1 an pour aller se mettre en orbite autour de Didymos.
Elle pourra alors longuement observer les résultats de l'impact et peut-être nous dire ce qui fait chuter la période orbitale de Dimorphos aussi rapidement. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission va continuer en live ce jeudi à partir de 10h sur Twitch, animé par Maxime. Le lien pour venir participer est en description. Vous pouvez partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo qui sortira le dimanche 24 septembre. Je vous invite également à consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se revoit dans 2 jours pour un dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.